En 48 heures, un ultimatum a comprimé le temps politique. Une exigence de 70% d'or et de 5,6 milliards a produit l'inverse attendu, durcissant une position nationale sous une pression internationale coordonnée. Que change ce refus pour vous? Quand Ibrahim Traoré tranche et refuse de plier, un équilibre régional bascule, silencieusement. Cette séquence propose une lecture précise de ce qui se joue réellement derrière l'ultimatum. L'intérêt, pour vous, est de comprendre les leviers invisibles d'une crise sous contrainte. L'enjeu dépasse un différend financier ponctuel et touche à la capacité d'un État à décider sous pression, à organiser ses institutions et à hiérarchiser ses priorités lorsque les marges se referment. Ce qui importe ici n'est pas seulement la somme exigée ou le pourcentage brandi, mais la manière dont une contrainte externe peut forcer un système politique à révéler sa structure interne. L'analyse s'attache donc à démêler deux niveaux souvent confondus. Le récit officiel, centré sur la dette et la conformité, et la dynamique réelle, où se joue sa souveraineté matérielle. Contrôle de l'information stratégique et coordination des acteurs civils et militaires. En suivant ce fil, il devient possible de mesurer pourquoi certaines réponses attendues n'ont pas eu lieu et comment une décision ponctuelle peut produire des effets durables sur l'équilibre régional. L'objectif n'est pas de juger, mais d'éclairer les mécanismes qui transforment une pression globale en test de cohérence nationale. La bascule s'est jouée en quelques heures, et un chiffre a tout déclenché. 48 heures pour céder 70% des réserves d'or ou régler 5,6 milliards. À cet instant précis, la réaction ne suit pas la trajectoire attendue, car Ibrahim Traoré refuse d'entrer dans une mécanique conçue pour être irréversible. Ce refus ne surgit pas dans le vide. Il intervient dans un environnement déjà saturé de signaux faibles, où la pression économique s'additionne à une fragilité structurelle héritée de décennies de dépendance aux circuits extérieurs. Le Burkina Faso se trouvait alors exposé sur plusieurs fronts à la fois. Dette, exploitation minière largement externalisée et vulnérabilité aux sanctions coordonnées. Dans ce cadre, l'ultimatum n'était pas une négociation abrupte, mais l'aboutissement logique d'un rapport de force ancien. Ce qui change la lecture, c'est la présence d'un élément resté longtemps invisible. Peu après son arrivée au pouvoir, un groupe de travail interne, discret, avait confirmé l'existence d'un gisement aurifère significatif, absent des cartographies utilisées par les partenaires occidentaux. Cette information, non partagée, modifie radicalement la valeur stratégique du territoire au moment même où la contrainte s'abat. La crise n'oppose plus seulement un État à des créanciers, mais deux niveaux de connaissances asymétriques. Dès l'aube, un télégramme classifié, horodaté 0630, parvient au bureau d'Ibrahim Traoré. Il révèle l'ampleur réelle de l'exigence et ferme toute marge de compromis intermédiaire. La réponse s'organise immédiatement autour d'un principe simple: comprendre avant d'agir. Une réunion d'urgence rassemble responsables politiques, officiers supérieurs, économistes et techniciens miniers, non pour improviser une défense, mais pour relire la contrainte comme un test de structure. À partir de là, le dossier change de nature. L'économie reste le terrain visible, mais la bataille se déplace vers la capacité d'un État à coordonner ses élites, à sécuriser une information stratégique et à transformer une menace globale en levier interne. Cette mini-révélation éclaire la suite. La crise ne sera pas gérée comme une dette, mais comme un révélateur de souveraineté opérationnelle. À ce stade, une figure s'impose comme fil conducteur, non par la mise en scène, mais par la méthode. Ibrahim Traoré adopte une posture qui surprend les observateurs. Aucune réaction défensive immédiate, aucune communication précipitée. Le choix est fait de ralentir publiquement pour accélérer en interne. Cette dissociation entre le tempo externe et l'organisation interne donne aux premières décisions une cohérence inhabituelle dans un contexte de crise aiguë. Autour de lui,
Un cercle élargi se forme rapidement. Il ne se limite ni aux militaires, ni aux responsables politiques. Des techniciens miniers, des économistes et des cadres administratifs sont intégrés dès les premières heures, afin que chaque option soit évaluée à partir de ses conséquences opérationnelles concrètes. Cette configuration modifie la nature même du centre de décision, qui devient transversal plutôt que strictement hiérarchique. Sur le terrain, les effets se manifestent sans rupture spectaculaire. Des unités spécialisées sont redéployées vers les zones aurifères stratégiques, non pour afficher une démonstration de force, mais pour sécuriser les sites contre toute tentative d'ingérence ou de désorganisation. Dans plusieurs régions minières, les autorités locales rapportent une évolution rapide du climat interne. L'incertitude initiale cède la place à une mobilisation prudente, structurée autour de la continuité des activités essentielles. Un microcas illustre cette dynamique. Sur un site jusque-là exploité sous supervision étrangère, la transition vers un contrôle national se fait sans interruption visible de l'extraction. Les chaînes logistiques sont maintenues, mais réorganisées, ce qui limite les effets de panique et préserve la stabilité locale. Ce type d'ajustement discret annonce un changement plus large. La crise commence à produire des impacts mesurables avant même toute annonce officielle. Avant l'ultimatum, la séquence semblait figée dans une routine connue. Les circuits d'exploitation fonctionnaient selon des schémas éprouvés, les décisions majeures transitaient par des canaux extérieurs, et la marge de manœuvre nationale restait étroite mais prévisible. Rien n'indiquait publiquement une rupture imminente. Puis, en 48 heures, l'architecture entière s'est déplacée. Le déclencheur est net. Le télégramme arrive. L'exigence est formulée sans gradation, sans palier intermédiaire. La demande ne laisse aucune place au temps long ni à l'ajustement progressif. Dans les premières heures, l'attente internationale repose sur une séquence classique. Pression, négociation contrainte, concession partielle. Or, ce scénario ne se met pas en place. À la place, un silence contrôlé s'installe, pendant lequel les mécanismes internes s'activent. La première phase est celle de l'activation. Les réunions d'urgence se succèdent, mais sans communication externe. Les responsabilités sont redistribuées rapidement, les priorités hiérarchisées. La consigne centrale est simple. Aucune ressource stratégique ne doit sortir du périmètre national sous contrainte. Cette ligne directrice, posée très tôt par Ibrahim Traoré, agit comme un filtre décisionnel. Elle élimine d'emblée les options ambiguës et accélère la convergence des acteurs. Vient ensuite la montée en intensité. Les dispositifs de sécurisation, initialement concentrés sur les mines principales, s'étendent aux routes de transport et aux zones de stockage. Ce mouvement est interprété à l'extérieur comme un signal défensif, voire comme une escalade. En interne, il est pensé comme une mise à l'abri. Les chaînes logistiques sont cartographiées, les points de vulnérabilité identifiés, puis neutralisés par des ajustements précis plutôt que par des démonstrations visibles. La phase suivante marque le point de bascule. En moins de 2 jours, plusieurs entreprises des minières occidentales perdent l'accès physique à des sites clés. Le relais est pris par des unités nationales, soutenues par des équipes techniques déjà préparées à cette transition. Il ne s'agit pas d'une interruption brutale de l'extraction, mais d'un changement de contrôle. Les flux, auparavant orientés vers l'extérieur, commencent à être redirigés vers un fonds interne, modifiant la trajectoire budgétaire sans modifier les volumes produits. Parallèlement, la tension diplomatique s'intensifie. Les échanges confidentiels se multiplient à Washington, Paris, Berlin et Londres. Les termes évoluent rapidement, passant de rappels à la conformité à des avertissements explicites. Pourtant, sur le terrain, la dynamique suit une autre logique. Chaque jour supplémentaire consolide le nouveau schéma opérationnel et réduit la probabilité d'un retour en arrière immédiat. Enfin, la chronologie entre dans sa phase de rémanence. Les mouvements cessent d'être spectaculaires pour devenir structurels. Les unités stabilisent leur présence, les administrations financières recalculent leur marge.
et les signaux internes gagnent en cohérence. La crise n'est plus un événement ponctuel, mais un processus en cours. Ce passage de l'urgence à la structuration constitue le cœur du changement. La contrainte initiale a déclenché une reconfiguration durable du pouvoir d'action. La lecture chiffrée de la crise commence par une équation simple et contraignante. Le point de départ est clair. Un ultimatum imposant, soit la cession de 70% des réserves d'or, soit un paiement immédiat de 5 ou 6 milliards, dans un délai de 48 heures. Cette configuration enfermait le pays dans un corridor étroit, où toute réponse semblait mécaniquement conduire à une perte de contrôle sur les ressources stratégiques. À ce stade, le risque dominant n'était pas l'appauvrissement, mais l'asphyxie décisionnelle. Le premier indicateur de bascule concerne l'accès au gisement. Avant la crise, l'exploitation reposait majoritairement sur des opérateurs étrangers, ce qui impliquait une sortie quasi systématique des revenus dès l'extraction. Le changement apparaît lorsque le contrôle physique des sites stratégiques est assuré par des unités nationales. Aucun chiffre de production n'est annoncé, mais le changement porte sur la destination des flux. Une part croissante de la valeur extraite cesse de quitter le territoire et alimente un fonds interne. En une phrase, l'or ne change pas de volume, il change de trajectoire. Le deuxième indicateur touche à la vulnérabilité financière externe. Au départ, tout reposait sur une dépendance aux chaînes internationales pour le transport, la transformation et la valorisation commerciale. Le changement se manifeste avec la mise en place de corridors logistiques sécurisés et alternatifs. Là encore, aucun montant nouveau n'est communiqué, mais le facteur clé évolue. La probabilité d'une interruption imposée depuis l'extérieur diminue. La valeur stratégique ne réside pas dans une hausse mesurée, mais dans la réduction d'un risque structurel. Un troisième indicateur, plus discret, concerne la surveillance des zones aurifères. 3 occurrences de mouvements détectés par imagerie satellitaire étrangère signalent une activité jugée inhabituelle. Côté burkinabé, ces déplacements correspondent à une réorganisation progressive des périmètres contrôlés. Au départ, on avait 2 zones vulnérables, partiellement exposées. À présent, on observe des périmètres consolidés, dotés d'équipements renforçant la surveillance sans accroître l'escalade militaire. Pris ensemble, ces 3 éléments montrent que l'impact quantifiable de la crise ne se mesure pas par une croissance immédiate ou par des volumes additionnels. Il se mesure par un déplacement des paramètres qui contrôlent, qui décident et qui captent la valeur. C'est dans cette redéfinition interne que la stratégie portée par Ibrahim Traoré trouve sa cohérence chiffrée, non comme une victoire arithmétique, mais comme une réallocation du pouvoir économique. L'analyse la plus rigoureuse commence par prendre au sérieux les arguments qui contestent la stratégie suivie. Le premier est d'ordre économique. Selon cette lecture, un pays soumis simultanément à un ultimatum, à une menace de sanctions et à une dépendance historique envers des circuits d'exploitation étrangers s'expose à une contraction brutale de ses marges. Réorganiser les flux internes, au cœur d'une crise, serait, dans cette optique, un pari risqué, susceptible d'aggraver l'isolement financier et de réduire la capacité de négociation à court terme. Les tenants de cette position estiment qu'un compromis minimal aurait permis de gagner du temps et de limiter l'impact immédiat. Un second argument, plus géopolitique, met en avant le déséquilibre de puissance. Il considère que les leviers cumulés du G7 et des institutions financières internationales rendent toute résistance structurellement coûteuse. Dans ce cadre, une rupture rapide avec les pratiques établies pourrait provoquer une détérioration durable des relations diplomatiques, affecter l'accès au marché et exposer le pays à des pressions indirectes difficiles à contenir. Une approche graduelle, fondée sur des consultations et des ajustements progressifs, aurait, selon cette thèse, réduit le risque d'un affrontement frontal. Ces 2 arguments reposent sur des hypothèses cohérentes, mais ils se heurtent aux données spécifiques du dossier. Les éléments disponibles montrent que l'ultimatum ne constituait pas une base de négociation,
mais une contrainte unilatérale sans palier intermédiaire. Dans ce contexte, le temps n'était pas un allié. Différer la décision n'aurait pas ouvert d'espace de compromis, mais prolonger une exposition maximale au risque. La logique du compromis perd ainsi sa pertinence dès lors que l'exigence initiale ne prévoit aucune concession réciproque. De même, le risque de sanction ne dépendait pas de la nature de la riposte, mais de l'existence même de l'ultimatum. La pression était intégrée au dispositif dès l'origine. Face à cette réalité, la réponse ne visait pas à éviter le risque, mais à en modifier la structure, en sécurisant l'accès aux ressources, en réorganisant les flux et en renforçant la coordination interne. La stratégie adoptée a déplacé le centre de gravité du rapport de force. Elle n'a pas annulé la contrainte externe, mais elle a recréé une capacité d'action là où l'option du compromis n'en offrait plus. À ce moment précis, l'attention extérieure reste fixée sur l'ultimatum et ses pourcentages. Mais le centre réel de la crise s'est déjà déplacé. La clé n'est plus la somme exigée, ni le délai imposé, mais la maîtrise d'une information stratégique longtemps restée hors champ. Cette bascule devient lisible lorsque l'on relie deux éléments jusqu'alors séparés: la confirmation interne d'un gisement aurifère inexploité et le calendrier de la pression internationale. Ce gisement, validé avant même la transmission officielle de l'ultimatum, modifie silencieusement l'équation. Il ne s'agit pas d'une annonce publique ni d'un levier de communication, mais d'un multiplicateur de marge de manœuvre. Là où les observateurs extérieurs raisonnent sur des réserves connues et des flux cartographiés, l'État burkinabé agit sur une base informationnelle différente. Cette asymétrie explique pourquoi certaines menaces perdent de leur efficacité immédiate. Dans les jours suivants, plusieurs signaux convergent sans être explicitement reliés. Des équipements techniques apparaissent sur des zones considérées comme secondaires. Les images satellitaires étrangères détectent des mouvements, mais peinent à les interpréter. Cet écart entre ce qui est vu et ce qui est compris crée un flottement stratégique. C'est dans cet interstice que s'inscrit l'action d'Ibrahim Traoré. Non pas défier frontalement la contrainte, mais déplacer le terrain sur lequel elle opère. Le point médian de la trajectoire est donc clair. La crise n'est plus seulement une affaire de dette ou de sanctions potentielles. Elle devient une lutte autour de la connaissance, du contrôle et du tempo, où l'avantage revient à celui qui sait avant d'agir. Les effets de la crise ne se manifestent pas de manière uniforme. Ils se propagent par cercles successifs et touchent différemment 4 groupes clés, révélant l'ampleur réelle du basculement engagé autour des décisions portées par Ibrahim Traoré. Ce ne sont pas des répercussions spectaculaires, mais des transformations graduelles, observables dans les comportements, les priorités et les marges de manœuvre. Pour les nations voisines, la première conséquence est perceptive avant d'être institutionnelle. Au Mali, au Niger et en Guinée, la séquence est analysée comme un test grandeur nature de résistance à une pression économique coordonnée. Il n'y a pas d'alignement officiel immédiat, mais une intensification des échanges discrets entre capitales. Des informations circulent, des scénarios sont comparés et une vigilance commune s'installe. L'enjeu n'est pas d'imiter, mais de comprendre jusqu'où un État du Sahel peut aller sans provoquer une rupture incontrôlable. Cette observation collective crée un précédent implicite, susceptible d'influencer les calculs régionaux à moyen terme. Du côté des dynamiques nationales, l'impact est plus tangible. Les administrations financières réorientent progressivement leurs priorités vers la consolidation interne. La redirection des flux aurifères vers un fonds national, même partiel, modifie la perception de la capacité budgétaire de l'État. Pour les travailleurs des sites miniers, le changement était d'abord psychologique. L'incertitude initiale laisse place à une compréhension nouvelle de leur rôle stratégique. La sécurisation accrue des zones d'extraction est interprétée non comme une militarisation, mais comme un signal de continuité. Cette cohérence entre décisions politiques et réalité opérationnelle
renforce la légitimité de la démarche engagée par Ibrahim Traoré à l'intérieur du pays. Les anciens nœuds de dépendance subissent, eux, un choc d'adaptation. Les secteurs liés au transport, à la transformation et à la commercialisation de l'or, historiquement arrimés à des circuits extérieurs, doivent se composer avec une reconfiguration rapide. L'absence de compromis avec les acteurs occidentaux déplace le centre de gravité vers des partenariats alternatifs. Cette transition n'est ni fluide ni immédiate, mais elle réduit une vulnérabilité structurelle, celle d'un modèle où une pression externe pouvait paralyser l'ensemble de la chaîne de valeur. La contrainte agit ici comme un catalyseur de diversification forcée. Enfin, les corridors vitaux concentrent les tensions les plus visibles. Routes de transport, zones de stockage et périmètres miniers deviennent des infrastructures critiques. Leur sécurisation ne répond pas seulement à un impératif logistique, mais à une logique de continuité stratégique. Empêcher l'ingérence, le sabotage ou le blocage devient une condition de survie économique. Le déploiement d'unités spécialisées stabilise ces axes et redessine les cartes internes du contrôle territorial. Cette consolidation garantit que l'exploitation puisse se poursuivre, malgré l'intensification des pressions internationales. Pris ensemble, ces effets montrent que la crise n'a pas produit une simple résistance symbolique. Elle a enclenché une recomposition profonde, où chaque groupe intègre le choc initial pour en transformer la portée. L'État ne se contente pas de réagir. Il redistribue durablement ses lignes de pouvoir, de dépendance et d'autonomie. À partir de la configuration actuelle, l'évolution des prochains mois peut être envisagée selon 3 trajectoires distinctes. Elle ne relève pas de la prédiction, mais d'un enchaînement conditionnel fondé sur les dynamiques déjà observables depuis l'ultimatum. Commençons par un scénario de base, celui d'une stabilisation sous tension. Si la pression internationale se maintient sans s'intensifier brutalement, le système pourrait entrer dans une phase d'équilibre précaire. Les corridors sécurisés continueraient de fonctionner, tandis que les institutions financières consolideraient progressivement leurs mécanismes internes. Les partenariats alternatifs, déjà amorcés, permettraient d'assurer la continuité opérationnelle sans rupture majeure. Dans cette configuration, la marge de manœuvre resterait étroite, mais maîtrisable. La clé résiderait dans la capacité de l'État à absorber la contrainte sans diluer la cohérence acquise. Le pays ne gagnerait pas en puissance, mais préserverait son autonomie décisionnelle minimale. Puis, envisageons un scénario optimiste, fondé sur une consolidation et une expansion maîtrisée. Si les coopérations régionales africaines se renforcent, et si les soutiens techniques non conditionnels s'élargissent, une dynamique ascendante pourrait émerger. La sécurisation durable des sites miniers et la diversification logistique réduiraient progressivement les vulnérabilités héritées de l'ancien modèle. Les revenus redirigés vers des circuits internes pourraient alors financer d'autres secteurs structurants, comme l'agriculture ou les infrastructures. Dans cette hypothèse, la trajectoire engagée par Ibrahim Traoré créerait un précédent régional crédible, celui d'un État capable de transformer une crise imposée en levier d'autonomie économique. L'effet d'entraînement dépasserait les frontières nationales. Enfin, il faut aussi considérer un scénario dégradé, celui d'une escalade et d'une fragmentation. Si les sanctions se durcissent, simultanément à une activation plus agressive des leviers diplomatiques occidentaux, la structure interne pourrait être mise à rude épreuve. Les chaînes d'approvisionnement seraient fragilisées, certains flux financiers redirigés sous contrainte, et les corridors vitaux exposés à des tentatives de perturbation. Ce scénario n'implique pas nécessairement un effondrement, mais une fragmentation progressive des capacités. La résilience dépendrait alors de la rapidité avec laquelle les ajustements internes pourraient être réalloués pour compenser les chocs successifs. Dans ces 3 cas, une règle analytique s'impose. Si la structure change, alors les résultats suivent. Si la structure cède, alors la contrainte reprend l'avantage.
La question centrale n'est donc pas celle de l'intensité de la pression, mais celle de la solidité des architectures mises en place pour y répondre. Au-delà des institutions, la crise se réfracte dans la manière dont différents groupes sociaux interprètent et intègrent les événements. Trois regards se distinguent nettement, chacun révélant une facette particulière de l'impact en cours. Chez les jeunes, l'épisode agit comme un révélateur structurel. La confrontation ne se lit pas seulement comme un affrontement diplomatique, mais comme une démonstration concrète de ce que signifie contrôler un levier économique clé. Cette génération, familière des discours sur la mondialisation, observe comment un État tente de redéfinir ses marges d'action face à une pression concentrée. L'intérêt n'est pas idéologique, il est pragmatique, centré sur la question suivante. Une trajectoire fondée sur une souveraineté opérationnelle est-elle réellement praticable dans le système actuel ? Pour les travailleurs, notamment dans les secteurs miniers et logistiques, la transformation est plus immédiate. La sécurisation des sites et la réorganisation des flux modifient la perception du travail quotidien. Les activités autrefois considérées comme périphériques apparaissent soudain comme des maillons centraux de la stabilité nationale. Même sans promesse formelle, le lien entre effort local et bénéfices collectifs devient plus lisible. Cette visibilité accrue redonne du sens à des fonctions longtemps perçues comme interchangeables dans des chaînes de valeur externalisées. Du côté de la diaspora, la réaction est double. D'une part, un regain d'attention porté aux décisions prises à Ouagadougou. D'autre part, un besoin accru de compréhension face à la multiplicité des récits internationaux. La distance géographique renforce ici le désir de repères fiables, capables d'expliquer comment une pression globale se traduit concrètement sur le terrain. Cette observation attentive transforme la diaspora en relais analytique, plus qu'en simple spectatrice. À travers ces trois prismes, une même interrogation traverse les perceptions. Que signifie, pour une société entière, de voir ses ressources redevenir un enjeu politique explicite? La crise ne redessine pas seulement des équilibres macroéconomiques. Elle modifie la manière dont chacun situe sa place dans une trajectoire collective mise à l'épreuve. À ce stade, la sortie de crise ne peut pas reposer sur un geste unique, mais sur une séquence structurée, où chaque étape renforce la suivante. L'approche associée à Ibrahim Traoré vise précisément à éviter qu'une réponse ponctuelle ne s'épuise dans la durée. Elle s'articule autour de leviers concrets, mesurables et progressivement consolidés. La première étape consiste à sécuriser durablement les infrastructures critiques. Mines, rues de transport et zones de stockage doivent passer d'un régime d'urgence à un dispositif permanent. L'objectif n'est pas l'escalade, mais la prévisibilité. L'indicateur central est la continuité opérationnelle. Moins d'interruptions, moins de zones grises et une capacité accrue à fonctionner sous pression sans improvisation constante. La deuxième étape vise à diversifier les chaînes de transformation et de valorisation. Réduire la dépendance aux circuits extérieurs implique de développer des capacités locales et d'ouvrir des partenariats techniques non conditionnels. Le progrès se mesure ici par la part croissante de la valeur traitée sur le territoire, signe que la ressource cesse d'être uniquement extraite pour être aussi intégrée dans un cycle économique plus complet. En parallèle, une troisième étape s'impose. Structurer un mécanisme financier interne transparent. Les flux redirigés vers un fonds national doivent être suivis, tracés et affectés à des secteurs productifs précis. L'indicateur clé n'est pas le montant absolu, mais la part du budget national financé par ces ressources, révélant un gain réel d'autonomie. Enfin, la consolidation passe par le renforcement des alliances régionales. La coopération avec les États voisins, qu'elles soient techniques, logistiques ou sécuritaires, permet de mutualiser la résilience face aux pressions externes. La fréquence des actions coordonnées et la stabilité des échanges constituent les marqueurs de cette progression. Pris ensemble, ces quatre axes dessinent une trajectoire cohérente. Ils traduisent un passage de la réaction à l'architecture, où chaque décision contribue à transformer une contrainte initiale en capacité durable.
C'est dans cette logique d'enchaînement que la stratégie portée par Ibrahim Traoré trouve sa continuité opérationnelle. En revenant au point de départ, un motif s'impose avec plus de netteté qu'au premier regard. Ce n'est ni l'ultimatum, ni les chiffres, ni même la tension diplomatique qui structure durablement cette séquence, mais la méthode adoptée face à la contrainte. Dès les premières heures, l'approche a consisté à déplacer le centre de gravité, à refuser la réaction réflexe pour privilégier une organisation interne, patiente et cohérente. Ce choix initial irrigue l'ensemble de la trajectoire. Le rappel est clair. La figure d'Ibrahim Traoré n'émerge pas ici comme celle d'un homme défiant une pression extérieure par la seule rhétorique, mais comme celle d'un décideur qui accepte de ralentir le geste visible pour accélérer la structuration invisible. Ce contraste, déjà perceptible dans les premiers impacts observés sur le terrain, devient avec le recul un fil rouge. Il explique pourquoi la crise ne s'est pas dissoute dans l'urgence, mais a produit des effets persistants. Ce retour au motif initial permet de relire les événements autrement. La sécurisation des sites, la réorganisation des flux et la mobilisation transversale des compétences ne sont pas des réponses isolées. Elles forment une grammaire d'action où chaque décision renforce la suivante. La pression extérieure agit comme un révélateur, mais la cohérence interne comme un multiplicateur.